Il retrouve le silence feutré de sa chambre et regarde le mur face au lit. Des toiles au cadran mouluré, des dessins anciens l'envahissent à l'excès. Ces scènes paisibles et champêtres, ces figures souriantes le rassurent. L'homme s'attarde maintenant sur ce portrait au crayon exécuté il y a 20 ans par un ami peintre. Aujourd'hui, l'homme se repaît confusément de son observation pourtant incertaine. Il est là, sur le papier. La confrontation est plus facile que celle proposée par le miroir accroché juste à côté. Cet homme sur le papier, c'est lui avant bien sûr, rayonnant et fort. Il décide que c'est lui maintenant, quelque peu magnifié par la bienveillance de l'ami peintre. Mais le miroir qu'un hasard cruel et goguenard a posé si proche du dessin lui renvoie une image tout autre, un visage toujours un peu hébété, une forme de désordre et d'imprécision générale disent mieux qu'une imagerie médicale les marques de la maladie. Un peu de poudre s'échappe de la cuillère bombée et tombe en pluie sur le plan de travail. C'est beau, cette chute légère et noire de particules odorantes. Se faire un café, il lui faut de l'eau, de la poudre de café et l'objet noir. Il a les 3 éléments devant lui, mais comment les mettre en relation pour avoir un café chaud? Pourtant, il a su faire. Avant quoi? Avant d'avoir perdu sa mémoire. Perdre la mémoire comme perdre un objet tombé d'une poche. Pourtant, l'objet perdu, lui, continue d'exister, ailleurs, autrement, jusqu'à complète destruction matérielle. La mémoire, elle, disparaît, se dissout dans le néant. Il pense qu'il est foutu. Il est seul ici. Quelqu'un viendra-t-il ? Il s'assoit fatigué de ses efforts vains pour un simple café, fatigué de ce sentiment obscur de perdition. Trois fois dans sa vie, l'homme fut aspiré par l'abîme. Le 4e abîme prit l'apparence d'une salle aseptisée d'hôpital. Le long boyau vrombissant d'un scanner aspira l'homme, fourrageant sans vergogne les moindres circonvolutions de son cerveau, le découpant en lamelles translucides et bleutées. Dilatation des ventricules, atrophie hippocampique bilatérale. Il eut un étourdissement. L'abîme était devant lui. L'attente sur une chaise inconfortable prit fin avec l'arrivée du professeur aux manières condescendantes. Désinvolte et patelin, il énonça son verdict en commençant par une question. « Monsieur, connaissez-vous ce médecin allemand du début du siècle qui s'appelait Alois Alzheimer ?» Un soir, un bombardement particulièrement violent secoua la ville. Le lendemain matin, dans l'air assombri par d'âcres fumées, avec son père, il dut se rendre dans le jardin public au-dessus de chez eux. Là, des corps mutilés, arrachés, tapissaient d'écarlate et de noir les pelouses d'un vert insolent, jonchées sanglantes qu'il fallut ramasser, rassembler. Ils remplirent des brouettes entières. Leur charge sacrée, en équilibre instable dans ces réceptacles rustiques et brinque-ballants, ils s'acheminèrent en un lieu où on rendrait à ces corps suppliciés dans une ultime cérémonie la légitime reconnaissance d'une humanité saccagée.
Ce jour-là, il a brassé la mort comme jamais. Désormais, toutes les questions existentielles qu'il ne manquera pas de se poser buteront contre cet écran cramoisi. Il se lève agité tout d'un coup. Où est-il ? Se rasseoir pour réfléchir. Ses fesses sentent le froid de la chaise métallique. Le contact frais est surprenant. Pourquoi est-il cul nu ? Sa main remonte jusqu'au torse. Il a mis sa chemise. Redescend jusqu'aux pieds. Bien. Il a mis les chaussettes. Rien de grave. L'importance du tout habillé maintient l'homme dans un sentiment pourtant fragile d'appartenance à cette société des humains. Le slip est enfilé sans peine. Le pantalon achève sa tenue d'homme plein d'une normalité rassurante. Un bien-être le remplit tout entier lorsqu'il s'applique à finir le boutonnage du pantalon. Son regard se fait vague, tourné en lui-même. Le contact de l'étoffe un peu rêche tranquillise l'appétit toujours croissant de son angoisse. Sourde et familière, elle est tapie au fond de lui comme un animal à l'affût, prêt à bondir sur quelque proie facile. Caresser, froisser le tissu entre ses doigts le ramène gentiment à une forme de réel. Il aimait prendre des photos en noir et blanc, en particulier de sa femme dans la ville. Ils avaient conservé un rituel datant des premières années de leur mariage, prendre toute la journée du samedi pour arpenter les rues de la ville, ensemble, sans leur fille. C'était un jeu. Passant d'un quartier à l'autre, ils s'inventaient des vies multiples, d'artistes maudits ou de riches oisifs, de penseurs ténébreux ou d'artisans soigneux. Ils rêvaient la vie des autres sans pour autant nier la leur. Les photos gardaient la trace de leur vagabondage intime. Tous ces lieux inconnus dont ils inventaient les récits les poussaient à découvrir un peu plus leur propre histoire. La ville, c'était eux. Un jour, les jambes de sa femme s'immobilisèrent. Un jour, les périples du samedi s'arrêtèrent. Le voyage en eux-mêmes aussi. Il se découvrit l'instinct du collectionneur, sans doute le jour où ses filles quittèrent la maison, pour leurs amis, leurs amours, leurs études. Un réflexe compulsif le poussait à chercher, trouver, classer, restaurer, engranger des vieux tableaux, des livres anciens, quelques meubles, mais surtout des montres, des pendules, des horloges. Lors d'une vente aux enchères, il ramena le contenu entier d'un atelier d'horlogerie, de quoi investir totalement l'ancienne chambre de l'une de ses filles. Outre l'établi, se côtoyaient en désordre des engrenages dentelés, des pinces minuscules, des loupes de toute taille, des centaines de boîtes au contenu miniature, aiguilles, cadrans émaillés, cercles de verre bombés, ressorts en acier. L'accès de ce qui devenait son atelier lui serait seul réservé, tant l'espace restant était limité. Juste la place d'un tabouret devant sa table de travail. Il devenait au fil des mois un horloger autodidacte aux gestes de plus en plus précis. Voilà que son univers tournait comme une aiguille autour de son cadran, entièrement autour de cette notion, le temps.
Le temps n'était plus pour lui ce concept impalpable et infini, mais une évidence concrète au cœur de chacune de ces enveloppes de métal et de bois. Dans le mécanique se diluaient les angoisses. Il ne tuait pas le temps, mais au contraire le faisait exister. Tel Sisyphe qui toujours remonte son rocher en haut de la montagne, il remontait le temps, encore et encore. Ce qu'il tentait de fabriquer là n'était pas un temps qui passe, mais un temps qui est, pour freiner la progression de la vie vers la mort, et plus tard, pour conjurer cette autre forme de mort que serait l'inéluctable progression de son amnésie. Avec sa femme et ses filles, il en a fait des kilomètres sur des routes bordées de platanes pour aller au bord de la mer, toujours en septembre, parce que la lumière est plus belle à cette époque, disait-il. Pour passer le temps, il lançait à ses enfants ce petit jeu des mots répété à l'envi. J'en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval. La voiture roulait vite sur un chemin de campagne. L'odeur de la pipe empestait l'atmosphère et barbouillait ses filles assises à l'arrière. Il fallait s'arrêter, vomir, repartir. Jamais il n'avait été question qu'il cesse de fumer. Le règne de l'homme sur sa famille était inconditionnel, incontestable. Et ce règne sans faille reposait sur des habitudes aussi infimes. Pas de violence verbale ou corporelle, juste une fumée blanche, envahissante et têtue. C'était un pouvoir. Il n'en savait pas l'emprise maléfique, ne soupçonnait pas les minuscules tortures mentales. La répulsion insidieuse, pénétrant l'intime que peut fabriquer une odeur et son impossible évitement. Quand dehors est glacé, quand dehors est effrayant, parce que l'on est trop petit pour s'affranchir, après, bien sûr, on changerait d'air. Il déambulait nu après la douche du matin. Le plaisir de braver ainsi les femmes de la maison prenait le dessus sur ses petites occupations d'après la toilette, justifiant ses déplacements dans les pièces communes. Chercher son journal, ses lunettes, remonter le mécanisme de l'horloge, toujours nu. Braver les femmes. Son épouse et ses 2 filles formaient un ensemble indistinct sous cette appellation péremptoire, les femmes. Plus souvent, c'était un « Ah, les femmes », donnant le ton d'un agacement plein de mépris. Leurs places respectives, de compagne ou de progéniture, se trouvaient simplement niées au quotidien dans cette expression englobante. Pas le moindre esprit frondeur prompt à dire l'indicible ne les animait. Elles vivaient dans une incapacité surprenante à penser autrement la position de chacune, comme si finalement tout était normal, évident. Parader ainsi nu marquait d'un saut sans équivoque son agressivité triomphante envers les femmes. Implicitement, il s'agissait là du fait de l'homme. Violence de cette nudité affichée au regard de ses filles et nullement consentie par elles. Exister, quelles qu'en soient les modalités perverties, ne passait donc pas par l'habillé. Comme chaque jour, les pas de l'homme le mènent à une vieille souche moussue posée au bord du chemin. Et comme chaque jour, il va s'asseoir sur ce banc improvisé. Sa pensée vagabonde. Il s'appelle Louis, il a été marié, il a 2 filles. Toute une vie, ou presque, en 3 petites phrases. Mais où sont-elles? Un sentiment vif l'habite que tout a disparu.
Ce qui s'est vécu a mené inexorablement à cette perte. Souvent dans cet arrêt quotidien, il pense à elles. Il les a aimées, d'un amour invalide, incompétent comme le silence de son père. Il a froid tout à coup, et la faim le tenaille à nouveau. Il se relève lentement, alourdi par un poids indéfinissable. Comme il n'a pas ouvert la bouche depuis la veille, sa voix hésite un peu lorsqu'il chantonne doucement cette comptine fatiguée. 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use énormément. Tout doucement, avec discrétion, sa mère s'éteignit aux premières heures d'un matin de mars. L'homme arriva beaucoup plus tard, simplement pour contempler ce petit corps éteint dont il était sorti 50 ans plus tôt. Il n'a jamais su ce qu'il ressentait devant la mort de sa mère, le vide en lui, un obscur état de sidération. Il remarqua simplement aux commissures de ses lèvres, la trace à peine perceptible d'un dernier sourire. Quelques années plus tard, la mort de son père renouvelait cette expérience ultime. Un jour qu'il lui rendait visite, il découvrit, impuissant, sa souffrance. À 80 ans passés, le visage transformé par la douleur, il répétait sans cesse « Maman, maman ». Maman. Ce moment vertigineux lui ouvrit le cœur brutalement comme une noix sous la pointe d'un couteau, à vif. Lorsque son père mourut, il eut 2 gestes d'abandon. Lentement, avec une douceur qu'il ignorait porter en lui, il embrassa sa tempe, juste à cet endroit de fragilité extrême. Puis, délicatement, avec dans le regard une intensité presque sacrée, sa main lui caressa les cheveux. Un soir, à la veillée, alors que toute la famille écoutait plus ou moins distraitement la radio, la voix d'Édith Piaf retint l'attention de chacun. Les émois de midinette de la petite femme en noir emplissaient leur cœur. Lorsqu'elle entonna l'hymne à l'amour, il reprit d'une voix forte ses paroles. Il se mit debout pour mieux accompagner ce chant grave et déployé, et prit la pause. Jouant de tout son corps, il interprétait l'amour qui exulte, avec énergie et quelque emphase. Ce jaillissement sentimental était certes rare, mais sortait de lui avec une impudeur joyeuse. Il s'autorisait ces brèves mises en scène domestiques et montrait avec conviction à son public familier cette impulsivité conquise. Là, tout à coup, de façon imprévisible, pris dans la spirale de ses émotions, il se mit à pleurer, sans retenue, sans honte, avec quelques rires entre les larmes pour tempérer l'incongruité de la situation. La nuit rentre par la fenêtre de la chambre. Ces derniers mois, un rituel s'est imposé à lui pour le guider progressivement vers le sommeil. Chaque soir, il va jusqu'à la vieille comptoise et recule avec délicatesse la grande aiguille de quelques millimètres.
il restitue au temps ses parcelles miniatures. La maison s'enfonce dans une impénétrable léthargie. Seule la respiration lente et régulière de l'homme trouble l'opacité du silence. Alentour, pas de mouvement. L'immobilité est totale. Elle engendre l'illusion funeste que rien ne s'animera, jamais plus. Brusquement, il est réveillé, les yeux grands ouverts sur l'obscurité, confus. Se lever, sortir. Il marche vite dans la nuit, le front gardant l'empreinte de noires ruminations. Il part, les pieds nus sur la terre meuble du chemin, et s'éloigne. Tout doucement, la nuit enserre les contours blêmes et tremblés de l'homme. Petite silhouette ardente, fragile, bientôt plus qu'un point fulgurant posé en équilibre instable sur l'horizon. La relation avec mon père n'a pas été une relation simple, facile, c'est sûr. Il y a eu, en moi, à l'époque, il y a eu de la révolte, de l'incompréhension, de la tristesse, de la peine, des joies aussi, bien sûr, mais finalement, on raconte plus ce qui est, enfin en tout cas moi, ce qui est difficile. Voilà, ça n'a pas été une relation facile. Je crois que ça tient quand même à la personnalité de mon père, qui n'était pas simple. La relation pendant la maladie, par contre, a changé la donne. A changé le... Ouais, a tout changé d'une certaine manière, ce qui est quand même un peu fou, quoi, de devoir... découvrir que l'autre, en l'occurrence le père, qu'il n'y avait pas que la dureté, qu'il y avait plein d'autres choses. C'est marrant, il me revient deux anecdotes qui sont importantes, qui m'ont amené à le voir autrement. Pendant toute mon enfance, mon adolescente, et avec ma sœur, nous parlions, quand on parlait de notre père, on disait le père, une espèce de mise à distance d'emblée. Et à la fin de sa vie, je pense que je pouvais l'appeler mon petit papa, ce qui change énormément le point de vue. Et il y a deux anecdotes qui me reviennent, qui ont changé ce rapport. Lorsque j'allais le voir dans sa résidence, il était totalement aphasique et il ne nous a pas reconnus très tôt. Donc aucune parole, aucun regard qui reconnaît l'autre. Le regard était traversant. Et donc, je venais à la résidence avec un lecteur de
de CD et je lui passais du Mozart, du Bach et Léo Ferré, parce que c'était ses musiciens préférés. Et du coup, pendant ce temps-là, parfois, je lui prenais la main. Et la douceur de cette main, ça a été une manière d'entrer en relation autrement avec mon père. Voilà, il avait la main très douce, comme une peau de bébé. Bon. Et puis le deuxième événement, enfin micro-événement, c'est quand, toujours dans cet état d'aphasie totale et de non-reconnaissance des autres, je suis venue le voir une fois et lui annoncer la mort de sa femme, ma mère. Et ils étaient séparés déjà depuis longtemps, je me devais de lui dire ça. Et là, son regard n'était pas traversant quand je lui ai dit. Il m'a regardé, si tant est que je puisse dire qu'il m'a regardé. Et comme il ne pouvait pas parler, il a eu un grognement, une espèce de son qui venait comme ça de l'intérieur de lui-même, qui était extrêmement fort et troublant. Et voilà, pour répondre à cette question, le lien, il s'est créé à travers ces petits faits, il y en a d'autres. Et à la fin, il y a eu un lien. Étrange de penser qu'il y a pu avoir un lien alors qu'il était déjà parti quelque part. Je me suis exclue de la relation dans l'écriture du livre, tout simplement parce que, en fait, ce qui m'a permis d'écrire sur mon père, ça a été, c'est presque en termes de méthode et de nécessité, c'est que quand je décris la journée de cet homme, je me mets dans sa tête. Et je parle, enfin je décris cette journée à sa place. Je suis dans sa tête. Donc je ne peux pas être à la fois là, en face de lui, et dans sa tête. Donc je pense que c'est la seule explication que j'ai là sous la main pour effectivement, je n'ai pas ma place dans la mesure où pour pouvoir écrire, il fallait que je sois dans sa tête. C'est pas un livre sur la maladie d'Alzheimer. Pourtant, s'il n'y avait pas eu cette maladie, j'aurais sans doute pas écrit ce livre. Parce que cette maladie, quand même, elle pose un problème sacrément costaud, qui est la question de l'être, de l'identité. Donc j'ai écrit ce livre, et je l'ai écrit pourquoi ? Parce que j'en avais la nécessité, le besoin. Enfin, on écrit ou on peint, ou on sculpte, ou on dessine avant tout en partant de soi-même, évidemment. On ne va pas aller chercher ailleurs. On ne peut pas aller chercher ailleurs, il faut que ça vienne de soi. Après, si on fait quelque chose, que ce soit de l'écriture, ou c'est bien aussi destiné aux autres. Enfin, mais c'est pas un acte généreux, évidemment. C'est peut-être espérer un échange. Il y a des personnes qui ont lu ce livre, et qui ont des parents atteints de cette maladie-là et qui ont été touchés par cette histoire et qui m'ont relaté le fait que, non pas que ça les avait aidés, c'est pas ça, mais simplement de rentrer en connexion avec... oui, c'est ça, c'est des vécus qui se touchent un peu, et en ce sens-là... ça peut avoir quelque utilité. Enfin, comme quand je regarde une peinture et qu'elle me touche, qu'elle résonne, elle me fait du bien, du coup, même si le propos n'est pas facile. Non, dans les séquences filmées, il est plus question de la relation avec mon père. Oui, ça c'est évident, c'est plus... il se dit des choses de cette relation à cet homme. Je ne me mets pas dans la peau de cet homme, dans les séquences filmées. Ça, c'est vrai que c'est une vraie différence entre le livre et le film. Entre le livre, je me mets à l'intérieur de lui-même, dans sa tête. Les séquences filmées, c'est moi qui parle.
C'est moi qui dis des choses de ce vécu avec ce père. Que ce soit des choses difficiles ou des choses émouvantes, des choses belles. Enfin, voilà, c'est moi qui parle, effectivement. Et c'est en ce sens-là, d'ailleurs, que le film est intéressant, il me semble, parce que c'est un autre point de vue qui est montré. Les gestes que j'ai eus, les actions que j'ai eues, je ne sais pas comment les nommer, là, les montres qui valdinguent, le corps qui est cassé, mais aussi le vitrail, enfin bon, je ne vais pas renommer toutes les séquences. J'ai pas vraiment été surprise de ce que je faisais. Ça s'est fait tout simplement sans... Encore une fois, je me suis mis dans la tête de moi, petite fille, mais avec en même temps moi, adulte, qui était là pour guider cette petite fille dans ses actions qu'elle mène. Cette histoire, qui est mon histoire personnelle, aussi avec mon père, avec ma mère, le fait d'avoir vécu ce film, finalement, ça continue de nourrir, de me nourrir. Et que cette nourriture, ça va me servir tout simplement dans mon travail d'artiste. Puis ça me sert pour moi. Mais de façon tranquille. Ça, c'est important. C'est du bonus. Même si ça n'a pas été un champ de rose tout le temps, mais bon.